Tout le monde vous dit d'investir dans les ETF, mais personne ne vous dit ce que vous devez faire avant d'en acheter un. Pourtant, bien préparer votre investissement peut faire une énorme différence sur le long terme. Une différence qui peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble ce que vous devez absolument savoir avant d'effectuer votre premier investissement en ETF. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas conseiller financier. Je vous partage simplement mes recherches personnelles. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on est parti. La première chose à comprendre, c'est qu'un ETF n'est pas forcément un bon investissement. Un ETF, c'est juste une enveloppe. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'enveloppe en elle-même, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, rappelons d'abord à quoi sert cette enveloppe. Un ETF, c'est un fonds indiciel coté en bourse, et c'est là son principal avantage. Comme il est coté en bourse, vous pouvez l'acheter ou le vendre à tout moment, ce qui offre une grande flexibilité. Autre point important, les ETF sont très peu coûteux. Contrairement à certains fonds classiques, vous n'avez pas de frais d'intermédiation puisqu'ils s'achètent directement en bourse. De plus, leurs frais de gestion sont généralement très bas. Mais attention, comme je vous le disais, le simple fait qu'un produit soit appelé ETF ne garantit absolument pas qu'il s'agisse d'un bon investissement. Pour savoir si un ETF mérite votre argent, vous devez analyser deux choses: son contenu et ses caractéristiques. On va donc passer en revue ces deux éléments. Commençons par le contenu. Certains ETF reproduisent un pays spécifique, comme un ETF sur le CAC 40, ou un secteur particulier, comme les énergies renouvelables. Par exemple, cet ETF permet d'investir sur des entreprises européennes du secteur informatique. Mais il y a un problème, il ne contient que 9 actions. C'est donc un ETF très peu diversifié, et votre succès dépend fortement de la performance de quelques entreprises dans un seul secteur et dans une seule région du monde. Pour investir, on recommande d'opter pour une diversification beaucoup plus large que ça. Le fait qu'un produit soit appelé ETF ne garantit donc pas qu'il soit automatiquement un bon investissement. L'avantage des ETF, et ce qui est crucial pour vous, c'est qu'ils permettent d'investir à faible coût dans des milliers d'actions à la fois, couvrant différents pays et différents secteurs. Vous pouvez ainsi réduire le risque qu'une entreprise ou un secteur entier échoue. C'est pourquoi lors du choix d'un ETF, il est essentiel de vérifier qu'il soit suffisamment diversifié. Par exemple, il existe des ETF mondialement diversifiés, notamment ceux qui suivent les indices MSCI ACWI ou le FTSE All World. Ces deux indices couvrent le monde entier, à la fois les pays développés et les marchés émergents. Vous pouvez également combiner plusieurs ETF. Par exemple, investir dans le MSCI World et le MSCI Emerging Markets revient au même que de prendre un ETF mondial déjà constitué. L'avantage de cette approche, c'est que vous pouvez choisir vous-même la répartition entre les deux indices, en fonction de votre stratégie. Mais attention, vouloir multiplier les ETF n'est pas toujours une bonne idée. Beaucoup de débutants se disent « plus j'en ai, plus je suis diversifié ». Mais en réalité, au-delà de 2 ou 3 ETF complémentaires, ça ne sert à rien d'en rajouter davantage. Par exemple, je vois que certaines personnes dans mon audience combinent un ETF MSCI World et un ETF S&P 500. Le problème, c'est que le MSCI World contient déjà 70% d'actions américaines. En combinant les deux, vous vous surexposez aux États-Unis et vous achetez énormément d'actions en double. Au final, vous n'êtes pas plus diversifié, vous payez des frais supplémentaires et vous compliquez votre portefeuille pour rien. Donc retenez cette règle, la diversification, ce n'est pas le nombre d'ETF, c'est la couverture en termes de région, de secteur et d'entreprise. 2 ou 3 ETF suffisent largement à construire un portefeuille solide. Maintenant qu'on a vu le contenu, voyons les caractéristiques déterminantes d'un ETF. Lorsque vous recherchez un ETF sur lequel investir, vous devez faire très attention à ces caractéristiques. Pour rechercher un ETF, vous pouvez utiliser le site internet JustETF, qui est une sorte de moteur de recherche pour les ETF. Si vous tapez le nom d'un indice dans la barre de recherche, vous verrez la liste de tous les ETF qui suivent l'indice en question. Et vous verrez qu'ils ont tous des caractéristiques bien différentes. Il vaut donc mieux éviter de choisir un ETF au hasard. Je vais donc tout vous expliquer pas à pas. Et à la fin, je vous donnerai des exemples concrets d'ETF que je recommande et qui remplissent tous ces critères. Un des critères les plus importants, ce sont les frais. La commission de gestion annuelle, qu'on appelle plus communément TER pour Total Expense Ratio. C'est une commission prélevée automatiquement sur le rendement de votre ETF. Elle est prélevée par le gestionnaire de l'ETF. Par exemple, si vous achetez un ETF iShares, c'est BlackRock qui gère ce fonds et qui prélève les frais. Généralement, on va essayer de choisir l'ETF avec les frais les plus bas possibles. Mais retenez qu'un ETF mondialement diversifié ne devrait pas coûter plus de 0,2% de TER. Par exemple, l'ETF le plus utilisé pour suivre le MSCI World est à 0,2%. Ça peut paraître anodin de payer 0,2% par an plutôt que 1%. Mais sur le long terme, ça change tout. Prenons un exemple très simple. Vous investissez 100 € par mois pendant 30 ans avec un rendement annuel moyen de 7%. Si votre ETF a 0,2% de frais, au bout de 30 ans, vous aurez environ 116 000 €. Mais si vous choisissez un ETF à 1% de frais, vous n'aurez plus que 97 000 €. Ça veut dire qu'un simple 0,8% de différence vous coûte près de 20 000 € sur le long terme. Et c'est pourquoi il est essentiel de toujours vérifier les frais avant d'investir. Sur un an, ça paraît presque dérisoire, mais sur 30 ans, ça peut vous coûter une voiture, un voyage autour du monde ou plusieurs années de liberté financière. Ceci dit, si vous choisissez d'investir sur un ETF un peu exotique, comme cet ETF qui se spécialise dans la robotique et l'automatisation, alors vous pouvez payer plus cher.
Mais pour un ETF mondial comme le MSCI World, évitez de monter au-dessus des 0,2%. Sachez qu'il existe aussi des options beaucoup moins chères. Par exemple, cet ETF ne coûte que 0,05% par an. Mais les frais ne sont pas le seul critère. Vous ne devez pas baser votre choix uniquement là-dessus. Le deuxième critère, c'est la taille du fonds. Elle reflète la popularité du fonds auprès des investisseurs. Plus un ETF attire d'investisseurs, plus sa taille augmente. Et ça, c'est important car si un fonds est trop petit, le fournisseur pourrait décider de le clôturer. Ne vous inquiétez pas, si un ETF est clôturé, votre argent n'est pas perdu. Le fournisseur devra le restituer aux investisseurs. Ceci dit, je vous conseille de choisir un ETF avec un volume minimal d'environ 100 millions d'euros. L'idéal est évidemment de trouver un ETF qui combine un volume élevé et des frais faibles. Mais c'est pas toujours évident de réunir les deux, parce que si un ETF est plus sûr, le fournisseur va généralement prendre une commission un peu plus élevée. Il faudra donc trouver un compromis entre sécurité et frais réduits. Le troisième critère, c'est l'ancienneté de l'ETF. Plus un ETF existe depuis longtemps, moins il y a de risque qu'il soit fermé. Cependant, ces dernières années, de nombreux ETF peu coûteux sont apparus, ce qui peut rendre les ETF plus anciens parfois plus chers en comparaison. Idéalement, votre ETF devrait avoir plus de 5 ans, mais vous pouvez déroger à cette règle si les autres critères sont satisfaisants. Le quatrième critère, c'est la distribution des gains. Vous devez vérifier si l'ETF est distribuant, c'est-à-dire qu'il verse les dividendes, ou s'il est capitalisant, c'est-à-dire qu'il les réinvestit automatiquement. Un ETF distribuant a l'avantage de générer des versements réguliers, ce qui est motivant pour vous et vous permet de percevoir un revenu concret. En revanche, un ETF distribuant nécessite que vous réinvestissiez manuellement ces dividendes. De plus, les dividendes sont généralement imposés dès leur versement, ce qui est moins avantageux fiscalement. C'est pour ça qu'on recommande généralement un ETF capitalisant, qui réinvestit automatiquement les dividendes dans votre investissement. Enfin, le cinquième et dernier point à vérifier, c'est la méthode de réplication. Un ETF peut suivre son indice de deux manières différentes, soit de manière physique, soit de manière synthétique. Avec une réplication physique, l'ETF achète directement les actions de l'indice. C'est plus simple à comprendre et généralement plus rassurant. Avec une réplication synthétique, l'ETF utilise des produits financiers appelés swaps, ce qui lui permet de répliquer l'indice sans acheter réellement toutes les actions. C'est un peu plus complexe et ça ajoute une petite couche de risque, même si la réglementation européenne encadre très bien ces produits. Pour les débutants, il est généralement préférable de choisir un ETF à réplication physique, plus transparent et plus facile à suivre. Si vous cherchez un ETF qui coche la plupart de ces critères, des frais bas, un volume élevé, de l'ancienneté, une réplication physique et le réinvestissement automatique des dividendes, voici un exemple. Personnellement, j'investis dans 7 ETF MSCI World émis par iShares. Il réplique le marché mondial avec un TER de 0,2% et un encours de plus de 100 milliards d'euros, ce qui le rend extrêmement sûr et liquide. À l'écran, je vous affiche aussi d'autres options intéressantes selon ce que vous recherchez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez comparer tranquillement. Ce que vous devez aussi savoir avant d'investir, c'est que les ETF comportent des risques. Même si vous choisissez un ETF largement diversifié, vous prenez un risque. Alors certes, ce risque est optimisé. Vous éliminez ainsi le risque lié à une seule action, à un secteur spécifique ou à une région particulière. Mais l'ETF investit toujours dans des actions, et les actions comportent toujours un risque. Ce risque se traduit par des fluctuations de cours et bien sûr par la possibilité d'un crash du marché. Je vous montre à l'écran quelques exemples de crashs qui se sont produits par le passé. Vous voyez que le capital investi a déjà pu perdre plus de 50% de sa valeur en période de crise. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de définir votre profil de risque avant d'investir. Mettre 100% de votre patrimoine dans des ETF actions, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Vous pouvez réduire le risque en répartissant votre patrimoine entre une partie risquée et une partie plus sécurisée. Par exemple, vous pourriez investir 75% dans un ETF en actions et placer les 25% restants sur un support sûr, comme le livret A, ou dans des obligations d'État à court terme de haute qualité. Plus la part sécurisée de votre patrimoine est importante, moins vous prenez de risques. Vous serez donc mieux protégé en cas de crise, mais le rendement attendu sera logiquement plus faible. En règle générale, plus on est jeune, plus on peut se permettre de prendre de risques. Car même après une crise majeure, on a suffisamment de temps pour récupérer les pertes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes choisissent d'investir 100% de leur placement en ETF actions. En revanche, si vous approchez de la retraite, il est souvent plus prudent de rééquilibrer votre portefeuille avec une part d'actifs plus stable. Il faut bien comprendre que les ETF représentent un engagement sur le long terme. En cas de crash boursier, la valeur de votre ETF peut fortement baisser à court terme, mais l'histoire montre que les marchés finissent toujours par remonter. Le problème, c'est que ça peut parfois prendre plusieurs années. Ça a été le cas lors de l'éclatement de la bulle Internet et pendant la crise financière de 2008. Il a fallu près de 12 ans pour que les marchés retrouvent leur niveau d'avant-crise. Si on remonte encore un peu plus dans le passé, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'hyperinflation des années 40, le S&P 500 avait chuté de 82% et mis 15 ans à se rétablir. C'est exactement ce qu'illustre la théorie du Random Walk, ou marche aléatoire, popularisée par Burton Malkiel dans son livre A Random Walk Down Wall Street. Cette théorie explique que sur le court terme, les mouvements de la bourse sont complètement imprévisibles. Pour mieux comprendre, imaginez un homme ivre qui marche dans la rue. À chaque pas, il titube à gauche ou à droite. Il recule, il avance, bref, il est impossible de prévoir où il sera dans les prochaines secondes. Mais si son objectif est d'avancer vers sa maison, au bout d'un long moment, malgré tous ces zigzags, il finira par y arriver. Le marché boursier fonctionne de la même façon, totalement imprévisible à court terme, mais sur le long terme, il monte.
Tout simplement parce que les entreprises créent de la valeur, elles génèrent des bénéfices et mécaniquement ça fait monter les indices boursiers. Malgré tous les crashs, toutes les guerres et toutes les crises, les marchés finissent toujours par monter. Avant d'investir, vous devez donc connaître votre horizon d'investissement. Si votre horizon dépasse 10 ans, alors vous êtes prêt à investir. En revanche, les sommes dont vous aurez besoin dans moins de 10 ans ne devraient pas être investies. Sinon, vous prenez le risque de devoir retirer votre argent en pleine crise. C'est pourquoi vous devez distinguer l'épargne que vous destinez à vos investissements à long terme et l'épargne dont vous pourriez avoir besoin dans les prochains mois ou les prochaines années. D'ailleurs, c'est une bonne pratique de vous constituer un fonds d'urgence. Concrètement, il s'agit de mettre un peu d'argent de côté, généralement l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Cet argent doit être immédiatement disponible, donc il ne doit pas être investi en bourse ni bloqué d'une quelconque manière. L'objectif d'un fonds d'urgence, c'est de pouvoir faire face aux imprévus, comme la perte d'un emploi ou un accident de voiture. Si vous devez puiser dans vos économies pour une raison ou une autre, vous savez que cet argent est là et qu'il est prêt à être utilisé. Le but, c'est que vous ne soyez jamais obligé de vendre vos parts d'ETF. Si vous deviez vendre vos investissements en urgence, il y a un risque que la bourse soit en baisse au même moment, et dans ce cas, vous perdriez beaucoup d'argent. Avec un fonds d'urgence, non seulement vous êtes protégé, mais vous pouvez aussi continuer à investir sereinement. Un autre point important est de déterminer un taux d'épargne mensuel fixe. L'idée est d'investir chaque mois le même montant, idéalement dès que vous recevez votre salaire. Ainsi, vous donnez la priorité à vos investissements. Tout est une question de priorité. Si vous attendez la fin du mois pour investir, le montant sera probablement plus faible car vous aurez déjà consacré votre argent à d'autres dépenses. Pour pouvoir investir un montant fixe chaque mois, il est essentiel de définir votre budget. Je vous conseille donc de faire un bilan de vos revenus et de vos dépenses afin de déterminer ce que vous pouvez vous permettre d'investir chaque mois. Voici un exemple de budget simple. La règle du 50-30-20. 50% pour les besoins essentiels comme le loyer, les factures ou l'alimentation. 30% pour les désirs comme les sorties, les loisirs ou les vacances. Et 20% pour l'épargne et l'investissement, c'est-à-dire l'argent que vous mettez de côté pour construire votre avenir. Le but est donc de lister toutes vos dépenses indispensables, puis d'investir ce qui reste. Idéalement, votre taux d'épargne et d'investissement devrait représenter au moins 10% de votre revenu net. Si le montant disponible est trop faible, il faudra revoir votre budget, hiérarchiser vos dépenses et identifier ce que vous pouvez réduire ou supprimer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à investir dans les ETF. Mais il vous reste encore quelques étapes à accomplir. La première étape consiste, si possible, à automatiser vos investissements. Certains courtiers permettent de prélever automatiquement une somme fixe tous les mois via un mandat de prélèvement. Si ce n'est pas le cas de votre courtier, vous pouvez configurer un virement permanent depuis votre banque. Dans tous les cas, votre épargne doit être transférée chaque mois sur votre compte titre, et le moment idéal pour ce virement, je le rappelle, c'est dès la réception de votre salaire. Deuxièmement, vous devez investir votre argent dans vos ETF le plus tôt possible. Dès que votre virement mensuel arrive sur votre compte titre, vous devez acheter vos parts d'ETF immédiatement. N'oubliez pas que les cours de la bourse augmentent sur le long terme. Chaque jour où votre argent n'est pas investi vous fait perdre du rendement. Si votre salaire arrive le premier du mois, vous faites un virement le jour même et vous achetez des parts d'ETF immédiatement. Troisièmement, vous devez penser à rééquilibrer votre portefeuille régulièrement. Cette partie vous concerne uniquement si vous investissez dans plusieurs ETF. Vos ETF ne performeront pas de manière identique. La répartition initiale de votre portefeuille va donc changer au fil du temps. Par exemple, vous pouvez rééquilibrer votre portefeuille une fois par an. Quatrièmement, il est important d'ajuster régulièrement le montant de votre virement mensuel. Si vous recevez une augmentation de salaire ou si votre situation financière s'améliore, vous pouvez augmenter votre taux d'épargne. En clair, si vous gagnez plus, vous pouvez investir plus. Cinquième et dernier point, pensez à réinvestir vos dividendes. Ce point vous concerne uniquement si vous optez pour un ETF distribuant. L'argent que vous recevez doit être réinvesti immédiatement après distribution pour profiter de l'effet des intérêts composés. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo peut sembler un peu complexe au début, mais avant de conclure, je veux rappeler une chose essentielle. Le plus important, c'est de se lancer. N'importe qui peut commencer à investir avec 50 € par mois sur un ETF mondial. Le simple fait de commencer vous aura fait surmonter le plus gros obstacle, car la plupart des gens ne commencent jamais. Ensuite, au fil du temps, vous apprendrez les subtilités et pourrez augmenter progressivement vos investissements. Et croyez-moi, tout ira bien. Et surtout, n'oubliez pas qu'investir dans les ETF, ce n'est pas juste une histoire de chiffres et de rendement. C'est avant tout un outil pour atteindre vos objectifs de vie. Alors dites-moi en commentaire quel est votre objectif à long terme grâce à l'investissement. Est-ce que c'est la retraite, la liberté financière, voyager plus ou simplement avoir davantage de sécurité ? Prenez 30 secondes pour l'écrire, non seulement ça vous motivera, mais ça pourrait aussi inspirer d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Et bien sûr, si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.